Bonjour. Voilà, dans cette cassette, vous allez entendre une transformation sous forme de cassette destinée à l'écoute d'une émission de radio qui a commencé sa carrière en 1987 sur les radios locales privées de France et départements d'outre-mer. Le professeur Tomatis, ici présent, a démarré il y a pas mal d'années des recherches extrêmement nouvelles à l'époque et fort intéressantes sur l'oreille. Professeur Tomatis, y a-t-il un événement dans votre vie, un ou plusieurs événements, qui ont déclenché chez vous la découverte de ce qui est appelé aujourd'hui l'effet Tomatis et la méthode Tomatis? Assurément. Et il est difficile, bien sûr, de parler en quelques instants de 50 ans de recherche ou à peu près, mais il est aussi difficile de déterminer les causes, et elles sont peut-être multiples, étant bien entendu qu'il n'y a pas de hasard. Donc si j'ai été conduit vers cette direction, c'est qu'il y a une programmation, encore une fois, de haut niveau, qui peut-être nous y conduit. J'ai eu, dès 1944, même un peu avant, toujours le désir de faire de la recherche. Quand j'ai commencé mes études, c'était pour entrer à l'Institut Pasteur. Je pensais que là, je pourrais faire de la recherche. Et puis, les fêtes de la guerre et tout m'ont obligé à faire autre chose. Et il s'avère que j'ai terminé comme consultant d'armée de l'air et ensuite dans les arsenaux, donc me préoccupant plus de bruit que de reste, puisque j'étais au Torino en même temps. Et c'était une orientation de recherche qui me permettait de savoir si vraiment les bruits faisaient quelques dommages. À l'époque, on en parlait beaucoup. Donc les jets venaient d'apparaître. Mais j'avais une double casquette qui m'a conduit aussi vers ailleurs. C'est que j'étais fils de chanteur. Fils de chanteur, ça m'avait donné des avantages énormes. C'est d'être baigné dans la musique. Et je connaissais à fond le répertoire. Mais je dois dire que quant aux chanteurs, je les connaissais même intimement, tous les grands, ils étaient des amis de mon père. Mon père était un grand chanteur. Mais ça me donnait guère de notions sur ce qu'était le chant lui-même en soi. Par contre, l'étiquette d'être fils de chanteur a fait que, étant otorhinolaryngologiste, beaucoup d'amis de mon père ont pensé que je devais être le lion de la question. Et ils sont venus me voir pour me présenter leurs effets, leurs cas, leurs difficultés. Et là, j'ai été confronté d'emblée vers des difficultés importantes. Je crois que là aussi, il n'y a pas de hasard. Le premier des chanteurs qui est venu me voir m'a posé une question qui était insoluble à l'époque et qui m'a fait me plonger dans toute la littérature, j'ai trouvé rien, c'est qu'il était pourtant grand chanteur, avec beaucoup d'habileté, mais il chantait faux. Et il chantait faux à partir d'un certain moment, c'est-à-dire qu'il ne chantait pas faux sur toute l'échelle, mais à partir de certains moments, à partir de mi bémol, fa dièse, il commençait à faire un phénomène de compression, c'est-à-dire qu'il chantait toujours la même note, tout en ne tenant plus très bien compte de l'écriture. Ce grand chanteur avait conscience de ce phénomène, bon, ce qui le bridait un tout petit peu, et comme il était mondialement connu et qu'il chantait un peu partout, il ne se passait jamais de moment où, allant quelque part, il ne se fasse examiner les oreilles pour voir, pas les oreilles, on ne savait pas, mais le larynx, pour savoir ce qui se passait. Son dernier diagnostic avait été celui de Froschels. Froschels était le grand otorino de l'époque, le grand phoniatre mondial, qui était à Vienne, là où chantait mon chanteur, donc toujours en périple dans tous les coins. Et Froschels, ayant regardé ce larynx, a dit: vous chantez faux parce que votre larynx est détendu. Voici une ordonnance. Et l'ordonnance prescrivait de la strychnine. Effectivement, la strychnine est un médicament qui électivement tend les cordes vocales. Fort de cette affaire, il a pris de la strychnine, il chantait toujours faux. Oui, c'est dur. Bon. Et il est venu me voir, mais moi j'étais jeune, devant l'immensité de ce que représentait Froschels. Quand j'ai regardé le larynx, j'ai trouvé un larynx détendu. Plus tard, avec plus d'habitude, j'ai vu qu'en voyait sur un larynx, on avait envie de voir. Et j'ai entamé, je suis rentré dans le même cursus que Froschels. S'il chantait toujours faux, c'est qu'il n'avait pas pris cette strychnine. J'en ai donné un peu plus, il chantait toujours faux. Et puis, de cœur joyeux, j'ai augmenté les doses. Et un beau jour, mon bon chanteur est arrivé en me disant: hier soir, j'ai cravaté. Ce qui veut dire, en termes techniques, qu'il avait serré. Donc, il chantait moins bien. Et grâce à ma strychnine. Mais il chantait que faux quand même. Oui. Et ne sachant plus quoi faire de cet ami, donc de mon père, qui venait me voir régulièrement tous les 2 jours, j'ai eu l'idée
et parce que je faisais cela aux arsenaux à grosse dose, de regarder son oreille, parce que je me suis dit que le larynx ne marchait pas. Et je me suis rendu compte aussi que je vais faire une erreur, la même qu'en tout cas avait faite Froschel, c'est que s'il chantait faux à partir d'un certain niveau, si vraiment il avait été détendu comme des cordes d'un violon détendu, il aurait dû chanter faux sur toute la ligne, de haut en bas. Et non pas seulement sur les notes précises. Exactement. Et si bien que j'ai examiné son oreille, et là, j'ai été stupéfait de voir deux choses. La première, c'est que ses aigus commençaient à se perdre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.